Une étrange tension plane sur le palais de Kossiam. Le capitaine Ibrahim Traoré le ressent, sans pouvoir l'expliquer. Les visages qu'il connaît bien deviennent fuyants. Les sourires sont figés, les conversations s'interrompent brutalement dès qu'il entre dans une pièce. Quelque chose ne va pas. Il le sent dans l'air, dans le silence qui s'épaissit autour de lui. Puis, un matin, une enveloppe est déposée discrètement sur son bureau. Aucun cachet, aucune signature. Il l'ouvre, intrigué. À l'intérieur, une simple feuille. Une phrase courte, écrite à la main. Sois prudent, c'est à l'intérieur. En dessous, une liste de noms. Des noms qui le glacent. Ils appartiennent tous à son cercle rapproché, conseillers, officiers, compagnons de lutte. L'un d'eux, ou plusieurs, trahissent. L'ennemi est à l'intérieur. Sans un mot, Traoré referme la feuille et fixe l'horizon. La guerre vient de commencer, en silence. La nuit est tombée sur le palais, mais Ibrahim Traoré ne dort pas. Son regard est rivé sur la feuille, qu'il a relue 1000 fois. Chaque nom résonne comme une gifle. Il sait qu'un faux pas pourrait lui coûter son pouvoir et sa vie. Il ne peut faire confiance à personne, pas même à ses généraux. Il a besoin d'un homme de l'ombre. Un homme silencieux, loyal, méfiant. Alors, il fait appeler discrètement le capitaine Naba Zongo. Zongo, qu'on surnomme simplement Zongo le Muet, est connu pour parler peu, observer beaucoup. Il a autrefois démasqué un traître haut placé sans jamais attirer l'attention. Depuis, Traoré garde un œil sur lui. Ce soir, c'est lui qu'il choisit. Lorsque Zongo entre dans le bureau privé du président, il trouve Traoré seul, l'air grave. Sans lui laisser le temps de saluer, le président lui tend la liste. Observe-les, un par un. Dis-moi qui parle à qui se déplace, qui change d'habitude. Mais surtout, ne dis rien. À personne. Même pas aux généraux. Zongo hoche la tête. Pas un mot. Pas une question. Il sait ce que cela signifie. S'il échoue, il disparaîtra avec les traîtres. La mission commence cette nuit-là. Zongo quitte le palais sans être vu, fondu dans l'obscurité. Dans l'ombre des couloirs, entre les rumeurs et les chuchotements, il devient invisible. Chaque geste, chaque murmure, chaque regard suspect est désormais sous surveillance. Il observe patiemment, en silence. La chasse aux traîtres vient de commencer. Le lendemain soir, Zongo choisit sa première cible, le colonel Dabir. Officier respecté, visage fermé, toujours irréprochable en apparence. Trop irréprochable justement. Zongo, dans sa discrétion légendaire, commence à le suivre sans éveiller le moindre soupçon. À la tombée de la nuit, Dabir quitte sa villa, seul. Il prend une route secondaire, sans escorte, et s'enfonce dans les quartiers industriels de la périphérie. Zongo suit à distance, habillé comme un simple chauffeur de taxi, silhouette banale dans la nuit ouagalaise. Arrivé devant un entrepôt abandonné, le colonel entre par une porte latérale. Zongo gare discrètement sa moto, grimpe sur un mur effondré, et se glisse dans l'obscurité du bâtiment voisin. De là, il observe à travers une fente dans la tôle. À l'intérieur, plusieurs hommes en uniforme attendent déjà. Aucun grade apparent. Leurs visages sont connus, des officiers figurant sur la liste. L'atmosphère est tendue. Ils parlent à voix basse, autour d'une table grossièrement éclairée. Dabir sort des feuilles pliées, des plans, des cartes militaires. Ils discutent de bases stratégiques, de blindés, de mouvements de troupes, puis, un mot revient plusieurs fois, le 12. Oh. Zongo, immobile, capte chaque mot. Il enregistre la scène, avec une mini-caméra dissimulée sous sa chemise. Son cœur bat fort, mais son visage reste figé. Il comprend maintenant, ce n'est pas une simple dissidence, c'est une opération planifiée. Quand Dabir éteint la lumière, tous se dispersent rapidement. Zongo attend 10 minutes, puis disparaît dans la nuit, comme il est venu. Il sait maintenant qu'il a mis les pieds dans un piège complexe, et que le compte à rebours a déjà commencé. 2 nuits plus tard, Zongo poursuit son enquête. Cette fois, il suit discrètement le commandant Tapsoba, un autre nom figurant sur la liste inquiétante. Le militaire prend des détours étranges, change 3 fois de véhicule, avant de rejoindre une petite maison isolée à la sortie de Ouagadougou. Zongo, vêtu comme un passant ordinaire, l'observe depuis un buisson. La maison semble banale, mais elle est gardée. 2 hommes armés en civil veillent à l'entrée. Il attend, une fenêtre, légèrement entr'ouverte sur le côté, lui offre un accès auditif précieux. À l'intérieur, 5 officiers sont réunis. Le ton est bas, mais l'intensité est palpable. Zongo active son micro directionnel et écoute. On renverse le président, dit une voix ferme.
c'est celle de Dabir. Pas de bavure, pas d'erreur. Le 3 août, c'est notre seule chance. Un autre ajoute, avant la fête nationale, on doit contrôler Kosiam. Sinon, tout s'effondre. Puis un rire amer, il croit qu'on est loyaux. Il ne voit rien. Zongo sent son sang se glacer. Le cœur battant, il enregistre tout. Ce qu'il entend confirme les pires craintes. Le coup est imminent, précis, orchestré par des hommes en qui le président avait confiance. L'opération vise à décapiter l'autorité militaire fidèle et prendre le pouvoir dans la confusion. À peine la réunion terminée, Zongo s'éclipse. Il court presque jusqu'à sa moto, roule à vive allure, sans s'arrêter. À travers les rues endormies de la capitale, il ne pense qu'à une chose, prévenir le président avant qu'il ne soit trop tard. Arrivé au palais de Kosiam, il utilise l'entrée secrète, que seuls quelques rares initiés connaissent. Dans le silence d'une salle privée, il retrouve Ibrahim Traoré, assis, tendu. Zongo, essoufflé, lui dit simplement, « Président, ils vont frapper le 3 août. » C'est réel. À une heure avancée de la nuit, dans un bureau faiblement éclairé du palais de Kosiam, Zongo étale sur la table les preuves qu'il a collectées. Son visage est marqué par l'épuisement, mais ses gestes restent précis. Il sort une clé USB, des photos prises dans l'ombre, et des enregistrements audio, où l'on entend distinctement les voix des conspirateurs. Ibrahim Traoré observe en silence. Les visages, les mots, les plans, tout est là. La trahison n'est plus un doute, c'est une évidence. Pourtant, il ne montre ni colère ni panique, juste une froide lucidité. Il regarde Zongo dans les yeux et murmure, « Ce que tu m'as donné, ce n'est que la surface. » Zongo fronce les sourcils. Le vrai poison est plus profond. S'ils ont osé ça, c'est qu'ils se sentent protégés. Il y a un appui, quelque part, au-dessus ou à côté. Il se lève lentement, puis va vers un vieux coffre en métal, qu'il ouvre à l'aide d'une clé cachée dans sa botte. À l'intérieur, une carte usée, annotée à la main, et des documents classifiés. C'est un ancien plan d'évacuation militaire, datant de plusieurs années. Traoré le pose sur la table, passe le doigt sur un point précis, et dit calmement, « On va les piéger. Mais pas ici, je veux une réunion secrète. Ni au palais, ni dans les casernes. » Il fixe Zongo, prépare l'ancien poste militaire de Pau, abandonné depuis des années. Discret, isolé, mais encore fonctionnel. On va réunir ceux qu'on pense encore fidèles. Là-bas, on verra qui vacille, et qui reste debout. Zongo hoche la tête. La contre-attaque vient de commencer. Le vieux poste militaire de Pau, perdu dans la brousse, vibre d'une tension sourde. Autour d'une table en bois brut, Ibrahim Traoré fait face à 5 hommes triés sur le volet, des officiers qu'il croit encore loyaux. Aucun protocole, aucun uniforme ostentatoire. Juste des visages tendus et des regards qui cherchent des réponses. Sur la table, les preuves collectées par Zongo sont exposées, photos, enregistrements, plans. Le colonel Dabir y apparaît clairement, pris en flagrant délit. Les murmures s'élèvent, les mâchoires se crispent. Traoré lève la main. Le silence retombe. Dabir n'est qu'un pion, dit-il d'une voix grave. Il exécute. Il obéit. Le cerveau du complot, lui, reste dans l'ombre. Et il est peut-être plus proche que nous ne le croyons. Un frisson parcourt la pièce. Le major Koulibaly, un homme massif et respecté, croise le regard du président avec méfiance. Le commandant Nikiema baisse les yeux, la tension est palpable. Si le vrai cerveau est ici, parmi nous, murmure un jeune capitaine, presque pour lui-même. Traoré ne répond pas tout de suite. Il scrute chaque visage, chaque tic nerveux, chaque respiration trop rapide. « Je ne vous ai pas convoqué pour discuter », ajoute-t-il finalement. « Je vous ai appelé pour observer. » Il se tourne vers Zongo. « À partir de maintenant, chacun d'eux sera surveillé, discrètement, sans relâche. » La peur est là, visible. Le doute a été semé. Dans ce cercle censé être de confiance, chacun commence à suspecter l'autre. La fraternité militaire vacille. Le poison n'est plus seulement dans les actes, mais dans les esprits. Et pour Traoré, c'est désormais une guerre de nerfs. Quelques jours après la réunion au poste militaire, Zongo reçoit une nouvelle directive. Cette fois, il doit infiltrer un cercle plus discret, bien plus dangereux. On parle moins de soldats en uniforme, et plus d'officiers haut gradés mêlés à des étrangers. La menace semble prendre une dimension internationale. Une nuit, armé de sa discrétion et de sa détermination, Zongo se glisse dans une vieille villa aux murs décrépits, cachée en périphérie de Ouagadougou. Derrière les fenêtres voilées, il entend des voix étouffées. Il s'approche silencieusement d'une ouverture entr'ouverte. À l'intérieur, plusieurs officiers en tenue
mais sans leur décoration, discute avec des hommes aux costumes impeccables. Parmi eux, des diplomates français, reconnaissables à leurs accents et à leurs attitudes. Les mots s'échappent en murmures chargés de gravité. Stabilisation après le renversement, dit une voix grave, sans équivoque. Le retour de la coopération française doit être rapide et efficace, ajoute un autre, un homme d'une cinquantaine d'années aux cheveux poivre et sel. Sur une table basse, des valises ouvertes laissent entrevoir des liasses de billets en euros. Une preuve matérielle de la corruption et de la manipulation. Zongo enregistre tout en silence, conscient de la portée de ces révélations. Le complot dépasse largement les frontières. Il ne s'agit plus seulement d'une simple rébellion militaire, mais d'un jeu d'influence, d'alliances obscures, de transactions occultes. En quittant la villa, son cœur bat à tout rompre. Il sait que cette mission est la plus risquée, mais aussi la plus cruciale. Ce qu'il vient d'entendre et voir va bouleverser l'équilibre fragile du pouvoir. Traoré doit savoir, et vite. À son retour, Zongo prépare son rapport. Il sait que révéler cette vérité au président pourrait tout changer, et peut-être mettre sa propre vie en danger. 5 jours s'écoulent dans une attente pesante. Chaque minute semble dilater le temps, comme si l'ombre du complot s'étendait davantage sur le palais de Kosiam. Zongo continue à recueillir discrètement des indices, reliant chaque pièce du puzzle avec soin, mais rien ne confirme encore l'identité du véritable instigateur. Puis, un matin, un messager discret remet au président Ibrahim Traoré un document scellé. Le sceau officiel pèse lourd, comme le destin qui l'accompagne. Traoré ouvre lentement l'enveloppe. À l'intérieur, un rapport d'enquête minutieux, accompagné d'un nom, un seul, le général Ser Yacoubassé. Le choc est violent. Ser Yacoubassé, l'un des officiers les plus décorés du pays, un héros national adulé par la population et l'armée, est accusé d'être le cerveau du complot. Celui que tout le monde respectait, pourrait bien trahir sa patrie. Pourtant, Traoré ne laisse rien paraître. Il serre la mâchoire, ferme les poings, mais son regard reste calme, déterminé. Dans le silence de son bureau, il murmure à voix basse, presque pour lui-même, « On ne frappe pas avec colère, on frappe avec précision ». Il sait que cette révélation bouleverse tout. Une confrontation directe, impulsive, risquerait de tout faire basculer. Il faut agir avec ruse, méthode et discrétion. Traoré convoque immédiatement Zongo et les membres les plus fiables de son entourage. Il leur expose la gravité de la situation, la complexité du réseau, et l'importance de la prudence. Ce n'est pas seulement une question de loyauté ou de trahison, mais de survie pour le pays. Nous devons préparer chaque étape comme un chirurgien. Chaque mouvement doit être calculé, chaque preuve irréfutable. Le général Yacoubassé est puissant, il a ses alliés. Il faudra neutraliser le poison à sa source, sans éclaboussure. Le président demande à Zongo de continuer son infiltration, de recueillir encore plus d'informations sur le général, ses plans, ses complices. Le combat va entrer dans une nouvelle phase, plus dangereuse, plus délicate. Pour Traoré, il s'agit désormais d'une guerre invisible, un jeu d'échecs où chaque pièce peut être décisive. Mais il est prêt. L'honneur du Burkina Faso en dépend. Le président Ibrahim Traoré s'installe dans la salle de réunion, entouré de son cercle restreint. Sur la table, une carte de la capitale est déployée, marquée de signes, de routes et de points stratégiques. Les visages sont tendus, chacun conscient de la gravité de la situation. Traoré parle d'une voix calme, presque froide. Le putsch est prévu pour la nuit précédant la fête nationale. Le général Ser Yacoubassé compte profiter de l'euphorie, des célébrations et du relâchement des forces de sécurité. C'est là qu'il frappera. Il décrit les détails précis, les positions des troupes fidèles aux conspirateurs, les accès principaux au palais présidentiel, les moments clés où la sécurité sera minimale. Il pense que personne ne s'en doute. Mais nous avons anticipé chaque mouvement, chaque message intercepté, chaque rendez-vous secret. Le général Ser et ses alliés comptent aussi neutraliser les radios et télévisions, couper les communications pour empêcher toute mobilisation rapide. Traoré lève les yeux, déterminé, mais ce qu'ils ignorent c'est que nous sommes prêts. Chaque détail est déjà connu, et les hommes fidèles veillent. Ce plan sera leur échec. Le silence règne un instant, lourd et solennel. Ce qui compte maintenant, c'est la discipline. Pas de précipitation, pas d'erreur. Nous devons frapper avec précision, comme je l'ai dit. Pas d'avec colère. Il sait que cette bataille ne sera pas seulement militaire, mais aussi psychologique. Maintenir la confiance de ses alliés, protéger ses proches, et désamorcer la peur. Le sort du pays repose sur ce fragile équilibre. La fête nationale pourrait se transformer en une nuit de sang,
ou en la victoire d'une république qui refuse de tomber. Dans le calme tendu du quartier général, Ibrahim Traoré active le dispositif qu'il avait préparé depuis des semaines, l'opération Storm Night. Chaque homme loyal à sa cause connaît son rôle. Les communications sont strictement codées, les équipes prêtes à agir sans hésitation. Les points stratégiques de la ville ont été sécurisés discrètement, sans éveiller le moindre soupçon. Les routes principales, les postes de contrôle, les centres de communication, tous sous contrôle des forces fidèles. Même le palais présidentiel est transformé en forteresse silencieuse, prête à contrer toute attaque. À minuit, alors que la ville retient son souffle avant la fête nationale, la chasse commence. Sans un seul coup de feu, les traîtres sont neutralisés un par un. Les hommes du général Ser Yacoubassé, surpris dans leur sommeil ou lors de leur déplacement, sont arrêtés avec rapidité et efficacité. Aucun affrontement brutal, aucune explosion, la discrétion est la clé. Le capitaine Nabazongo coordonne depuis l'ombre, guidant ses hommes vers les cibles identifiées. Chaque arrestation est un coup porté au cœur du complot, chaque cellule démantelée affaiblit la tentative de coup d'État. Le général Ser lui-même est capturé sans résistance, dans sa résidence sécurisée, grâce à une équipe spécialisée. Traoré reçoit la confirmation en temps réel, son visage reste impassible, mais une lueur de satisfaction traverse ses yeux. L'opération Storm Night est une réussite exemplaire. Aucun dégât collatéral, aucune victime innocente. Tout est terminé avant même que l'aube ne se lève. Le président sait que la vigilance doit rester maximale, mais cette nuit, il a prouvé que le pouvoir ne se prend pas par la force brute, mais par la stratégie et la loyauté. La République tient bon. La nuit est lourde, presque étouffante, quand le capitaine Nabazongo, en tête de son équipe, approche silencieusement la résidence du général Ser Yacoubassé. Chaque pas est calculé, chaque souffle contrôlé. Ils savent que cet instant est crucial. Dans la pénombre, Zongo aperçoit la silhouette massive du général, appuyé contre un mur, visiblement surpris de cette intrusion aussi discrète que rapide. Ser n'a même pas le temps de dégainer son arme, son regard se fige, une expression d'incrédulité sur son visage buriné. « Toi » murmure Ser, presque incrédule, comme s'il voyait un fantôme. Il avait sous-estimé cet homme simple, ce capitaine discret, mais redoutablement efficace. Zongo avance lentement, sans menace apparente, son regard pénétrant fixé sur le général. D'une voix calme et posée, il répond « J'étais ton reflet dans l'ombre. Tu t'es trahi tout seul », ces mots résonnent lourdement dans l'air froid de la nuit. Zongo évoque ce qu'il a vu, entendu, compris, la trahison cachée derrière le masque du héros national. Il sait que Ser croyait sa ruse parfaite, son pouvoir inébranlable. Mais la vérité a une manière bien à elle de se frayer un chemin, même dans les cœurs les plus endurcis. Sans violence, Ser est menotté, sa résistance brisée par l'évidence de la défaite. Le silence s'installe, seulement troublé par les murmures feutrés des hommes qui les entourent. Zongo sent le poids de ce moment, l'arrestation d'un homme puissant, d'un symbole devenu traître. Alors qu'il quitte la résidence, Zongo sait que ce n'est pas seulement une victoire personnelle, mais un pas décisif pour sauver la nation. Ser Yacoubassé, jadis adulé, est désormais captif, exposé à la justice qu'il a défiée. Le capitaine reste lucide, la lutte n'est pas terminée. Mais cette arrestation marque le début d'une nouvelle ère, celle où la loyauté triomphe de la trahison, dans l'ombre comme en pleine lumière. Au petit matin, alors que les premiers rayons du soleil caressent doucement le palais de Kosiam, le Burkina Faso s'éveille sans la moindre idée du danger imminent qui vient d'être déjoué. Les rues s'animent, les marchés s'emplissent de vie, les voix reprennent leurs conversations habituelles, ignorant que dans l'ombre, un complot venait de s'effondrer. À 7h30 précise, une voix claire et ferme résonne sur toutes les radios nationales. Le président Ibrahim Traoré, le visage grave mais déterminé, s'adresse à son peuple. « Mes chers compatriotes, commence-t-il, ils venaient de nos rangs, ceux en qui nous avions confiance. Mais le Burkina Faso n'est pas à vendre, ni à ceux qui veulent semer la division, ni à ceux qui rêvent de prendre le pouvoir par la force. » Il fait une pause, laissant peser ces mots. « Nous sommes un peuple fier, enraciné dans sa terre, dans ses traditions, dans son histoire. On ne tue pas un arbre dont les racines sont profondément plantées dans le peuple. Ce pays est notre foyer, notre identité. » Le président parle avec le poids de la vérité et la sagesse d'un homme qui a vu l'intérieur de la trahison. Il sait que ce message doit être un rempart contre la peur et un appel à l'unité. Ensemble, nous surmonterons cette épreuve. Nous protégerons la paix, nous défendrons notre liberté, et nous montrerons au monde que le Burkina Faso reste debout, uni, et plus fort que jamais. Les mots du président résonnent dans le cœur de chaque Burkinabé, insufflant un souffle d'espoir et de confiance. Le complot a été stoppé, mais c'est la vigilance et la solidarité qui feront la force de la nation. Le message est clair, le peuple est la véritable force, et tant que ses racines resteront solides,
aucun vent de trahison ne pourra le déraciner. Le soleil se lève doucement sur Ouagadougou, baignant la ville d'une lumière dorée, paisible. Les habitants commencent leur journée, ignorant encore du danger évité de justesse. Pourtant, derrière les murs du palais de Kosiam, un silence solennel règne. À 7h30 précise, Ibrahim Traoré apparaît à la télévision nationale. Son visage est grave, mais ferme, empreint d'une détermination sans faille. Il regarde directement les citoyens du Burkina Faso, s'adressant à eux avec une sincérité bouleversante. « Mes chers compatriotes, commence-t-il, ils venaient de nos rangs. Des hommes en qui nous avions confiance ont voulu trahir notre pays, renverser notre gouvernement. Mais le Burkina Faso n'est pas à vendre, ni à brader. » Le président marque une pause, laissant ces mots toucher chaque foyer, chaque cœur. On ne tue pas un arbre dont les racines sont dans le peuple. Notre nation est forte parce que nous sommes unis. Ce complot, cette trahison, ne feront que renforcer notre volonté de bâtir un avenir meilleur. Il évoque alors la vigilance, la nécessité de rester soudés face aux menaces, visibles ou cachées. Cette épreuve nous rappelle que la liberté se mérite chaque jour. Nous devons protéger notre démocratie, ensemble, sans haine ni division. Puis, d'un ton plus apaisé mais déterminé, il conclut: « Je rends hommage à ceux qui ont œuvré dans l'ombre pour préserver la paix. À vous mes frères et sœurs, gardons l'espoir et avançons avec courage. » À cet instant, la nation entière retient son souffle, consciente que le pire a été évité grâce à une alliance secrète, un courage discret. Ce message, porteur d'espoir et de vérité, scelle une nouvelle page de l'histoire du Burkina Faso. Le président éteint la caméra. Dans son cœur, il sait que la vigilance doit rester leur meilleure arme, car l'ombre peut toujours guetter. Quelques jours après la tempête, Ibrahim Traoré se rend au camp militaire où les soldats loyaux se rassemblent. Leur regard est fatigué, marqué par les nuits blanches et les épreuves traversées, mais une flamme brûle dans leurs yeux. Devant eux, le président sort une boîte. À l'intérieur, des médailles d'un design inédit, une étoile noire sur fond rouge, symbole d'un courage discret et d'une loyauté inébranlable. « Vous avez empêché la nuit de tomber », déclare Traoré, sa voix vibrante d'émotion. « Grâce à vous, la lumière brille encore sur notre pays. » Cette étoile représente la force dans l'ombre, la résistance face au chaos. Un à un, il remet ses distinctions, serrant les mains, échangeant des regards complices. Chaque soldat ressent la portée de ce geste, ils ne sont pas seulement des guerriers, mais les gardiens de l'espoir et de la paix. Pourtant, malgré cette victoire, une pensée obsède le président. Il repense à cette enveloppe sans nom, reçue dans le silence du palais, qui avait tout déclenché. Une simple feuille de papier, porteuse d'un avertissement vital. Il sait que, derrière chaque crise, il y a des signes invisibles, des ombres sournoises. Mais aussi que, grâce à des hommes comme ces soldats, la lumière triomphe toujours. Et dans son regard, l'étoile noire brille, non seulement comme un symbole, mais comme une promesse d'avenir.